Bonjour mesdames et messieurs, il est 18h15, même un petit peu plus. Je déclare la séance du Conseil de communauté ouverte. Je vous propose de désigner Madame Séverine Vic, la benjamine de notre Assemblée, comme secrétaire de séance. Êtes-vous tous d'accord avec cette proposition? Y a-t-il des oppositions? Monsieur Emery? Simplement, Monsieur le Président, il se trouve, je pense que factuellement, le benjamin de cette Assemblée est Monsieur Adrien Nave. S'il devait y avoir une discrimination en fonction de l'orientation sexuelle, ce serait regrettable. Et je pense qu'il convient que, conformément à la tradition républicaine, ce soit le benjamin. Et le jour où le benjamin mâle ne sera pas là, ce sera la benjamine féminine qui procédera à l'appel. Mais cela me semble de bonne tradition républicaine et c'est la demande que nous vous faisons. Très bien, je ne vous parle pas de l'appel, monsieur Emery, parce que j'allais passer la parole à monsieur Nave pour faire l'appel. Moi, je trouve que ça se fait en couple, justement. C'est le principe de la parité aujourd'hui. Donc j'ai proposé secrétaire de séance et non pas la personne pour faire l'appel. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord pour désigner madame Vic, le benjamine de cette Assemblée, comme secrétaire de séance? Je vous en remercie. Je vais maintenant faire procéder à l'appel des membres de notre Assemblée et demander à monsieur Adrien Nave, benjamin de notre Assemblée, d'assurer cette charge. Monsieur Nave, à vous la parole. Monsieur Bernard Westbecker. Madame Martine Arlabos. Monsieur Franck Dersin. Monsieur Francis Bassemont. Madame Karima Benarab. Monsieur Christian Hutin. Monsieur Damien Carême. Monsieur Patrice Vergrit. Monsieur David Bayeul. Madame Isabelle Kerkhoff. Monsieur Bertrand Ringot. Monsieur Léon Devlos. Delvlos. Madame Catherine Verlinde. Monsieur Eric Rommel. Monsieur Sonny Clincard. Madame Monique Bonin. Monsieur Jean-Luc Darcourt. Monsieur André Henbert. Monsieur Jean Decolle. Monsieur Claude Charlemagne. Monsieur Jean-Luc Godblout. Madame Fabienne Castel. Monsieur Jean-François Montagne. Madame Leila Nadji. Monsieur Johnny Decoster. Monsieur Jean-Yves Raymond. Monsieur Didier Bikoff. Monsieur Martial Bayard. Monsieur Cyril Gaillard. Madame Barbara Bayeul-Rochard. Madame Josiane Algot. Madame Régine Martel. Madame Isabelle Fernandez. Madame Jannick Landy. Monsieur Stéphane Gouvard. Madame Isabelle Bulté. Madame Julie Bécard. Monsieur Jean-Philippe Titeka. Monsieur Bernard Faucon. Madame Sabrina Kelaf. Monsieur Yves McCleave. Monsieur Bernard Monté. Madame Mélanie Lemaire. Madame Patricia Lessieux. Monsieur Laurent Van Echem. Madame Martine Cotteville. Madame Diana De Kitt. Madame Agnette Dissekamp. Monsieur Régis Douillet. Madame Nadia Farissi. Monsieur Guillaume Florent. Monsieur Guy Lécluse. Monsieur Pascal Lequien. Monsieur Yves Panquin. Monsieur Alain Van Waffelgem. Monsieur Michel Delbar. Madame Gracienne Daman. Madame Joëlle Croquet. Madame Séverine Vic. Madame Marjorie Voiturier. Madame Alice Varé. Monsieur Frédéric Vanille. Monsieur Michel Thomasek. Monsieur Jérôme Soisson. Monsieur Alain Simon. Madame Catherine Seret. Madame Stéphanie Pirenne. Monsieur Olivier Berthe. Madame Nicole Lustre. Monsieur Jean-Christophe Plaquet. Madame Marilyn Vandenbosch. Madame Claudine Barbier.
Madame Laetitia Millois. Monsieur Thomas Fraga, pouvoir. Monsieur Philippe Emery. Présent. Madame Martine Fortuit. Monsieur Adrien Nave, présent. Merci, monsieur Nave. Le quorum est atteint, nous pouvons délibérer. Je vous ai adressé le 12 mai dernier le procès-verbal de la séance du 17 avril 2014. Je n'ai pas reçu de remarques ni d'observations. Avez-vous des remarques à formuler? Non. Puis-je considérer qu'il est adopté? Je vous en remercie. Je vous ai également adressé le 15 mai dernier le compte-rendu abrégé de la séance du 6 mai 2014. Le compte-rendu intégral sera diffusé dès que possible. Il s'agit d'une charge importante que les services de la communauté mènent dans des délais le plus rapides possible, et je souhaite à cette occasion saluer leur travail. Donc, on y reviendra dans un prochain conseil communautaire. Sur les différents sujets d'actualité qui ont pu se produire ces dernièrement, j'ai le plaisir de dire que notre club de handball du SDK est devenu champion de France le 8 mai, ce qui est quand même une très belle nouvelle pour notre agglomération. On a vu également le démarrage des fêtes de crémaillère au bateau-feu et l'inauguration de l'exposition Nouvelle Génération au FRAC. Je vous conseille d'ailleurs d'y passer, puisque c'est une exposition très intéressante. On peut noter aussi au cours de ce week-end le succès des rendez-vous de la mer, qui ont été quand même avec un très très beau soleil printanier. Nous allons à présent aborder notre ordre du jour, et en administration générale, nous avons 5 délibérations. La première sur l'Arena Dunkerque. Vous avez reçu, avec la lettre de convocation qui vous a été adressée le 12 mai, le texte intégral de cette délibération et son annexe financière, ainsi que le contrat de partenariat et ses annexes financières, annexe 2 au contrat. Pour examiner ce dossier au regard du caractère technique et financier des éléments pouvant fonder notre décision, je vais demander à M. Patrick Lambert, directeur général des services de la communauté urbaine, de nous les exposer en quelques minutes. Pour ce faire, je vais donc suspendre quelques instants notre séance pour lui permettre d'intervenir, puis nous reprendrons nos travaux. M. Christian Hutin présentera alors formellement la délibération et chacun pourra alors prendre la parole après la présentation de M. Hutin. Y a-t-il des oppositions à cette méthode? Non, je vous en remercie. M. Lambert, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Quelques mots pour rappeler donc l'objet d'abord du contrat. Je ne sais pas si j'avais prévu une projection. Je ne sais pas si ça... Oui, voilà. Donc on va passer tout de suite la première diapo donc, pour montrer la localisation. Nous sommes, je ne sais pas si le plan sera très explicite, mais enfin nous sommes donc sur un territoire de la commune de Dunkerque-Petite-Sainte, au bord de l'autoroute A16. Le site est communément connu comme le site du Nord-Gracht, en bordure d'A16 et tout près du canal de Bourbourg. Sur le plan, on voit donc cette parcelle bleue qui est la parcelle globale dans laquelle s'inscrit. Non, c'est la parcelle marron, la petite parcelle de l'Arena, et la parcelle bleue, c'était là où devait s'installer également un centre commercial. On devine sur le plan également quelques aménagements prévus autour de cette grande salle. Donc un réaménagement de l'échangeur de l'autoroute A16, l'aménagement d'un parking au-delà, de l'autre côté de l'autoroute A16, et également une flèche au-dessus du canal de Bourbourg figurant quelque chose qui n'est pas strictement lié au projet, qui de toute façon a son existence et qui aura son avenir, qui est ce qu'on appelle le barreau de Capelle, donc un pont qui se prolongeant vers Capelle-la-Grande. La grande salle Arena, qu'est-ce que c'est que ce concept de grande salle Arena? C'est une grande salle de sport. On parle de 10 000 places. En fait, selon bien sûr les configurations de chaque type de sport de haut niveau, on peut avoir une configuration différente. On est aux environs de 10 000 places, un maximum de 10 700 places pour les configurations liées au match de boxe. La salle est modulable. Elle est modulable à partir de la gestion des couronnes de gradins. Elle peut également se transformer en salle de spectacle jusqu'à également environ 10 000 places, sachant que la transformation dans ce concept d'Arena, la transformation d'une configuration à une autre est rapide. C'est bien le principe de ce type de salle. Le projet a déjà été examiné donc en conseil communautaire. Alors, je rappellerai donc rapidement une délibération en 2009, décision de principe sur la réalisation d'une grande salle. Délibération de 2010 pour choisir le site du
2012, adaptation du PLU communautaire pour permettre cette réalisation. Et 11 octobre 2012, approbation du contrat de partenariat avec le groupe Vinci, le contrat lui-même ayant été signé 15 jours après. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un contrat de partenariat ? Qu'est-ce que c'est qu'un contrat de partenariat ? D'abord, c'est un contrat global qui s'intéresse au financement, à la conception, la construction, la maintenance. Je crois qu'il y a une répétition dans le slide, excusez-moi, de cet équipement. La durée du contrat est de 3 ans pour la conception-construction et d'environ 25 ans, un peu plus de 25 ans pour la phase d'exploitation. C'est-à-dire, à l'issue des 25 ans, l'équipement est remis à la collectivité en état puisqu'il a été entretenu au long du contrat. Le partenaire privé s'engage à respecter le programme fonctionnel qui a été décidé par la collectivité, s'engage sur des objectifs de performance, de maintenance et d'entretien, soumis à pénalité bien sûr s'ils ne sont pas atteints. Les prix sont forfaitaires. En fait, l'équipement est jusqu'à la fin du contrat la propriété du partenaire, mais qui doit l'entretenir et le gérer parfaitement pour le remettre en bon état à la fin. Le contrat prévoit également, on y reviendra tout à l'heure, des pénalités de retard, ce qu'on appelle les causes légitimes. Si les raisons du retard ne sont pas imputables au partenaire privé, eh bien des pénalités sont prévues de la part du partenaire public. Où en est le projet ? Donc, les études de maîtrise d'œuvre sont maintenant terminées, le dossier de projet est approuvé, les études d'exécution ont été lancées et sont très avancées. Le permis de construire a été accordé en octobre 2014. Non, 2013, c'est mieux quand même. Ouais. Les 2 recours ont été déposés contre le permis de construire, un recours de M. Emery, un recours de l'association Adelpha. Du fait de ces recours, les travaux n'ont pas commencé. Ils auraient pu commencer il y a déjà quelques semaines. Ils n'ont pas démarré. Et le contrat est suspendu, actuellement en phase de suspension et de discussion entre les partenaires. Quelques éléments de coût. Le montant, l'investissement, le coût de la grande salle. Alors, le coût de la grande salle, puisqu'il s'agit d'un partenariat public-privé, c'est-à-dire que c'est le coût global, le coût de construction, d'équipement, les honoraires et le coût de financement. Nous arrivons à un total de 112 millions d'euros. C'est le coût de l'équipement, sur lequel sont prévus dans le contrat un certain nombre de subventions, le reste étant un financement à la charge de la collectivité, ce financement lui-même s'étalant dans la durée sous forme d'un loyer. Le loyer payé par la communauté urbaine prend en charge ce remboursement de la construction, mais également les coûts d'exploitation, les coûts de maintenance. On connaît le coût complet finalement de cet équipement. Donc le coût pour la communauté urbaine, ce n'est pas 112 millions puisqu'il y a des subventions à récupérer, mais c'est plus puisqu'il y a également donc, les coûts d'exploitation et d'entretien sur les 25 ans. Et il y a également un certain nombre de coûts qui ne sont pas dans le contrat, qui sont maîtrise d'ouvrage directe de la communauté urbaine, des coûts d'études préalables et d'assistance à maîtrise d'ouvrage, et également le coût d'équipement annexe. J'ai évoqué tout à l'heure la modification de l'échangeur sur A16 et la réalisation d'un parking supplémentaire. Or, la délibération qui vous est présentée aujourd'hui évoque donc la résiliation du contrat. En effet, nous sommes maintenant arrivés à une phase où ce projet, du fait notamment des contentieux dont j'ai parlé tout à l'heure, nous constatons une difficulté sérieuse de réalisation de ce projet. Alors, le contrat prévoit trois façons de résilier, de résiliation. Bien sûr, s'il y a une faute des titulaires, on n'est pas du tout dans cette optique-là. La résiliation pour force majeure, on constate d'un commun accord que en fait, le contrat devient impossible à mettre en œuvre. Il y a un troisième motif, c'est le motif d'intérêt général qui existe dans pas mal de contrats de droit public, qui est en fait une résiliation unilatérale de la part de la collectivité. Donc, dans ce qui vous est présenté ce soir, nous nous situons dans l'hypothèse d'une résiliation pour motif d'intérêt général. Donc, le dossier, dans la délibération que vous avez vue, dans son annexe financière, il y a plusieurs hypothèses de calcul. Donc ça, ce sont les 2 hypothèses de lecture de la sortie du contrat qui nous donnent une fourchette de coûts pour la collectivité. Bon, pour l'instant, les chiffres qui sont ici sont des chiffres évalués, estimés, non validés avec le partenaire privé, enfin sur la base d'un travail tout à fait sérieux avec notre cabinet d'avocats. Il faut faire la part, bien sûr, des montants des dépenses déjà effectuées à cette date
et qu'il faut rembourser dans le cadre du contrat. Donc 12,4 millions dans le cadre du contrat, et des dépenses directes de la communauté urbaine, 1,8 million, mais qui correspondent à des dépenses d'acquisition foncière aussi, ou d'études qui sont acquises. Il y a ensuite les montants des frais liés à la résiliation, qui sont donc dans la fourchette que j'ai indiquée tout à l'heure, hypothèse haute, hypothèse basse, entre 10 et 14 millions, 10,1 et 14,5, qui comprennent donc, qui sont liés donc à la fin de ce contrat sur les 3 mois de préavis qui viennent. Donc je n'ai pas évoqué, ça figurait dans le tableau précédent, les pénalités de retard déjà dues, puisque de toute façon elles sont bien sûr acquises. Donc voilà l'état du dossier à ce jour, Monsieur le Président. Il y a je vais vous signaler une petite coquille dans la délibération, puisqu'à un endroit on parle pour faire le raccord avec les chiffres que je vous ai indiqués là, on parle à un moment, sur la base des éléments connus à ce jour, d'un coût correspondant à l'indemnisation du titulaire de 8,5 millions. Alors, les coûts d'indemnisation 8,5 millions, il faut y rajouter, c'est dans l'hypothèse haute, 6 millions de dépenses supplémentaires, c'est ce que j'appelais l'exécution du contrat, et on arrive donc aux 14,5 d'hypothèse haute. Donc le deuxième membre de phrase est inexact en fait. Donc sur la méthode de calcul de ces 6 millions, on n'arrive pas à ce chiffre-là. Donc voilà, c'est la petite erreur que je me permettais de vous signaler dans la délibération. Merci Monsieur Lambert. Nous allons reprendre la séance du Conseil. La parole à Monsieur Christian Hutin. Il s'agit simplement, avant l'ouverture des débats, j'imagine, Monsieur le Président, que moi je présente simplement la délibération. Maintenant, je ne vais pas relire l'ensemble de la délibération. La délibération qui nous est soumise aujourd'hui dans le cadre de ce Conseil est assez simple. Dans le cadre de la résiliation du contrat de partenariat pour le financement, la conception, la construction, l'entretien, la maintenance, le gros entretien, renouvellement et l'exploitation commerciale d'une salle à multi-usage dite Arena. C'est un contrat de partenariat qui avait été signé en octobre 2012. Il s'agit pour nous de décider si oui ou non nous approuvons le principe de la résiliation du contrat de partenariat pour force majeure, comme l'a expliqué Monsieur le Directeur Général, et ensuite d'autoriser le Président à prendre toute mesure permettant l'exécution de cette résiliation. Autoriser le Président également à discuter avec le titulaire pour obtenir éventuellement un accord transactionnel. Cet accord sera bien entendu soumis ensuite au Conseil communautaire, et puis d'autoriser ensuite le Président à régler, en application des dispositions contractuelles qui ont été expliquées tout à l'heure, le coût des périodes de suspension de contrat non imputables aux titulaires, qui sont des causes absolument légitimes, et d'autoriser le Président à signer l'ensemble des actes inhérents à notre décision ce soir. Voilà, Monsieur le Président, tout l'intérêt de cette délibération. Merci, Monsieur Hutin. Qui souhaite prendre la parole? Madame Croquet. Monsieur le Président, chers collègues, les élus de la communauté urbaine de Dunkerque ont approuvé en date du 2 juillet 2009 le principe de la réalisation d'une grande salle multi-usage de plus de 10 000 places avec une très large majorité. Lors de l'assemblée du Conseil communautaire du 1er juillet 2010, les élus ont déterminé le choix de son implantation sur le site du Nordgracht, ainsi que le principe du recours au contrat de partenariat pour son financement, sa conception, sa maintenance, sa construction et son exploitation. Quelques mois plus tard, ce sont les conseils municipaux des communes de la CUD qui se sont prononcés pour la nouvelle réglementation applicable à la zone du Nordgracht. Le 5 juillet 2012, le même conseil communautaire a approuvé, toujours avec une large majorité, la délibération concernant le contrat de partenariat avec le groupe Vinci pour la salle Arena. À l'époque, un vice-président avait même déclaré qu'il s'agissait d'un nouvel espace majeur de rayonnement international et que le débat sur le principe et la localisation avait eu lieu. De l'avis de nombreux élus, cette salle constituait un élément d'attractivité et devait créer de l'activité économique pour le territoire. Seul l'aspect financier suscitait quelques questions et réactions assez vite dissipées, car lors de cette même séance du 5 juillet 2012, le compte administratif était voté à une très large majorité, et nous vous rappelons que le potentiel financier moyen sur le territoire en 2012 était de 2 023 € par habitant,
alors que la moyenne nationale se situait aux alentours de 1 000 euros. Bien sûr, nous savons qu'il faut utiliser ces indicateurs avec beaucoup de précaution et que la réduction de nos recettes nous oblige à améliorer l'efficacité de la gestion locale, notamment par la mutualisation des moyens et des investissements. Il est donc juste de continuer à contraindre nos dépenses de fonctionnement et maîtriser nos dépenses d'investissement dans le cadre d'un programme pluriannuel. Pour autant, le projet de la salle Arena ne remet pas en cause la bonne santé financière de la CUD. C'est vous, Monsieur le Président, qui êtes en train de mettre en péril l'avenir de notre territoire et qui vous engagez dans une dépense inutile en voulant rompre le contrat avec Vinci. Vous avez eu l'imprudence d'annoncer publiquement l'arrêt du projet, vous appuyant uniquement sur la conférence des maires, qui doit être un espace de débat pour bâtir ensemble, sans contrainte, un territoire solidaire pour les communes, ambitieux pour son attractivité, économique et agréable pour ses concitoyens, et où chacun doit privilégier l'intérêt général et non le lieu où le compromis l'emporte souvent sur le reste. Vous nous proposez ce soir de voter une délibération qui approuverait le principe de résiliation du contrat de partenariat avec Vinci, comme vient d'expliquer M. Lambert, pour force majeure, et qui vous autoriserait à prendre toute mesure permettant l'exécution de cette résiliation avec un montant dû par la CUD, alors entre 7,30 et 8,50, voire 14,5, d'après ce que j'ai pu comprendre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus, nous vous rappelons que le contrat de partenariat qui nous lie à Vinci prévoit 3 clauses de résiliation. La résiliation pour faute, il n'y en a pas, ça a été dit. La résiliation pour cas de force majeure, ce que vous nous proposez ce soir. Et enfin, la résiliation pour motif d'intérêt général. Monsieur le Président, expliquez-nous ce qui vous pousse à cette résiliation pour cas de force majeure. Quelle est cette force majeure ? Votre promesse de campagne électorale, au cours de laquelle vous avez effrayé nos concitoyens avec l'annonce d'une dépense de 300 millions d'euros, leur faisant croire qu'aucun autre projet ne se ferait ? Ce n'est pas un cas de force majeure. Les recours de la DELFA et de M. Emery, et pour lesquels le tribunal administratif n'a pas encore statué, vous anticipez donc une décision du tribunal qui d'ailleurs serait sans doute suivie d'un appel. Ce n'est toujours pas un cas de force majeure. Et il faudrait de toute façon que la communauté urbaine de Dunkerque et le titulaire, Vinci, en soient d'accord, ce qui n'est pas le cas. Mais vous voulez nous faire croire, et c'est ce que vous avez voulu faire croire à nos concitoyens, que l'addition à payer sera moins conséquente, ce qui serait vrai si on était dans ce cas de figure de force majeure. Mais il n'y a donc plus comme possibilité que la résiliation pour motif d'intérêt général. Vous en connaissez les conséquences, Monsieur le Président. L'addition serait énorme, plus de 50 millions d'euros, sans compter les salariés de Sogea, entre 150 et 200, qui vont se retrouver au chômage, sans compter les contrats déjà passés avec des entreprises locales et qui vont se retrouver en difficulté, sans compter les 50 000 heures de formation à destination de 40 à 50 autres nouveaux salariés, sans compter les 50 emplois temps plein une fois cette salle terminée, sans compter toutes les retombées économiques. Faites le total. Et en plus, pour rien. Alors qu'il est sans doute encore temps de revoir votre position en revisitant le projet Arena, et là, l'addition serait beaucoup plus digeste. Vous allez sans doute nous dire que ce que vous gagneriez d'un côté, vous le mettriez à profit pour d'autres projets. Lesquels ? Tous les jours, nous entendons que vous en supprimez. C'est ce que vous avez dit aux salariés de Sogea pour les rassurer ? Mais rien ne dit, Monsieur le Président, que les prochains marchés bénéficieront à la Sogea. Devant la difficulté des salariés de cette entreprise que vous avez reçue, nous espérons que vous n'avez pas fait de promesses que vous ne pourriez tenir, car au regard du Code des marchés publics, toute entreprise a la possibilité de concourir. Si c'était le cas, vous seriez dans l'illégalité. Pour toutes ces raisons, nous vous demandons, Monsieur le Président, de retirer cette délibération de l'ordre du jour et de réunir les membres de ce Conseil, tous les membres, en réunion extraordinaire et qui débattraient exclusivement de ce sujet en présence du titulaire du contrat. Si vous restez sur votre position et que cette délibération est soumise au vote, nous réclamerons un vote à bulletin secret et vous informons que Gracienne Daman, Anna Van-Felgem, Michel Delebarre et moi-même voterons contre. Mes chers collègues, il y a à peine 2 ans, vous vous êtes prononcés très majoritairement pour le projet Arena. Pourquoi changer d'avis aujourd'hui ? Je vous remercie. Non, s'il vous plaît, pas d'intervention de la salle, s'il vous plaît. Qui demande la parole ? Monsieur Nave.
Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, au moment où nous allons débattre d'une délibération de plusieurs millions d'euros, notre groupe aurait besoin d'avoir des réponses à nos questions. Malgré nos demandes, celles-ci n'ont pas été satisfaites. Dès que l'orientation prise à l'unanimité par la conférence des maires a été connue, nous avons demandé le 30 avril 2014 d'être destinataire très rapidement des informations qui ont fondé l'orientation prise par la conférence des maires ce lundi 26 avril concernant le projet ARENA. Nous n'imaginons pas donner notre avis sur une délibération à 13 millions d'euros, fourchette basse, à partir d'une synthèse reçue 5 jours francs avant la séance et donc sans possibilité pratique de nous retourner vers les services de la CUD pour leur demander les informations nécessaires au vote. Cette demande a été réitérée lors de la séance du 6 mai 2014, puis le 9 mai 2014. Nous constatons que les documents fournis avec la convocation sont des documents anciens, contrat de partenariat, annexe financière du contrat, et n'apportent pas d'éléments nouveaux. Nous vous posons donc les questions suivantes. Y a-t-il oui ou non des éléments nouveaux qui ont motivé le changement des positions des maires sur le dossier ARENA, c'est-à-dire le changement de vote pour de ces anciens élus en vote contre? S'il y a des éléments nouveaux, quels sont-ils? Si oui, si ces éléments nouveaux existent, pourquoi le Conseil de communauté ne les a pas reçus? Sinon, pourquoi avoir justifié la décision de la conférence des maires par des éléments nouveaux? Autre question. Qui a réalisé l'étude d'impact? À quelle date? Qui a exercé un recours gracieux et à quelle date? Qui a demandé de ne pas commencer les travaux? Enfin, quels sont les recours et mises en cause de responsabilité prévus par la CUD contre l'État qui a instruit le permis de construire délivré par la ville de Dunkerque le 24 octobre 2013? Cette instruction apparaît avoir été mal faite dans la mesure où la CUD juge probable l'annulation du permis par la justice administrative. S'interroger aussi sur le délai d'instruction de ce permis. 1 an. Contre l'assistance à maîtrise d'ouvrage apportée par le groupement. 2 conseils. La lecture de la délibération montre que l'exécution du contrat est très favorable au groupe Vinci, représenté par la société Dunkerque ARENA. Merci. Juste une petite précision, évidemment, si vous demandez ces éléments à 15h le jour du Conseil, c'est plus difficile. Donc voilà, je tiens quand même à préciser les choses pour que tout le monde puisse être au courant. Y a-t-il d'autres prises de parole? Monsieur Emery. Oui, Monsieur le Président, je pensais pourtant qu'Adrien Nave avait été très clair. Dès le mercredi 30 avril, et nous vous avons cité le courrier électronique qui a été envoyé, nous avons demandé que nous soient communiqués les éléments. Le 6 mai, en séance de ce Conseil, le procès-verbal en fera foi, nous avons redemandé les éléments. Le 9 mai, nous nous sommes de nouveau adressés au service et avons redemandé les éléments. Il a fallu attendre que la convocation arrive. J'ai d'ailleurs reçu au 10 rue Jean-Bart la convocation hors délai légal le 14 mai, dans la journée. On a pu en prendre connaissance le 15 mai. Et lorsque je suis venu aujourd'hui à la communauté urbaine, au bureau 517, comme cela est annoncé, pour prendre un certain nombre de documents, on m'a dit, et je le comprends, et je n'ai pas embêté les fonctionnaires, à la fois nous sommes pris par la préparation de la séance. Ce qui veut dire, Monsieur le Président, concrètement, que sur une décision dont une partie de ce Conseil a eu les éléments d'information le lundi 26 avril, parce que je n'ose croire que le lundi 26 avril, cette conférence des maires se soit prononcée à la légère. Donc une partie de ce Conseil a eu un droit à l'information le 26 avril. Nous avons reçu, nous, une proposition de délibération sans avoir les éléments d'information entre le 14 et le 15 mai. Et lorsque nous demandons un certain nombre de questions très précises, il n'est pas possible de nous y apporter réponse. Il y a donc, et c'est ce que je vous écrivais, je pense, le 30 avril, en disant
Nous n'imaginons pas donner notre avis sur une délibération à 13 millions d'euros, fourchette basse, mais nous voyons en réalité que c'est une décision qui peut aller jusqu'à 50 millions d'euros à partir d'une synthèse reçue 5 jours francs avant la séance et donc sans possibilité pratique de nous retourner vers les services de l'ARCUD pour leur demander les informations nécessaires au vote. Hélas, ce que nous avions prévu, parce que nous avons assez l'habitude du travail d'assemblée, se trouve confirmé. Aujourd'hui, vous avez des questions très claires, très précises qui vous ont été posées par mon collègue Adrien Nave. Nous aimerions que vous nous donniez des réponses qui sont quand même simples. Qui a fait cette étude d'impact ? Cette étude d'impact, quel est ce coût ? Puisque on nous dit que cette étude d'impact est mal faite, que l'autorité environnementale vient encore de la retoquer. Et donc, si cette étude d'impact, en fonction de laquelle on s'est engagé sur un projet a été mal fait, il faut bien que ceux qui ont mal fait cette étude assument leurs responsabilités. Vous mettez une seconde cause de suspension à la réception d'un recours gracieux contre le permis. Il est quand même simple dans la délibération, au nom de la transparence, de dire qui a fait ce recours gracieux et quand. Une troisième cause de suspension inhérente à la demande de non-commencement des travaux ayant entraîné un retard de 1,87 mois. Qui a demandé que ces travaux s'arrêtent et cela nous coûte 1,87 ? Je ne demande pas ici qu'on mette un nom en pâture. Si c'est le président, l'ancien président qui l'a demandé, on dira c'est la fonction. Bref, il y a nécessité d'être beaucoup plus clair sur cette délibération qui, du moins dans sa première page, parle par périphrase et ne nous donne pas les éléments. Et puis, il y a un deuxième élément qui interpelle grandement, je le pense, c'est que lorsque nous lisons que les travaux n'ont pas commencé, qu'il y a eu des suspensions des travaux pour des causes considérées comme légitimes, nous avons déjà une addition, si j'en crois monsieur le directeur général, et c'est 12,4 hors taxe, comme la TVA ne sera pas récupérable parce que les travaux ne seront pas faits, on est à 12,4 plus 1,20, on est donc à près de 15 millions d'euros. Et moi je le dis et je pourrais interpeller un des membres de votre groupe, monsieur Soisson, qui est architecte, qui a l'habitude des travaux. Je suis entrepreneur. Combien de fois on me dit « Oh, il y a le désamiantage » ou bien dans une résidence, on va retarder le déménagement du 5e étage parce que les élections arrivent. Et moi, je me retrouve avec les compagnons sur les bras et il faut vite trouver du travail. Et voilà que là, on a un contrat de partenariat. Oh, qu'il est bien négocié par le grand groupe. Oh, que c'est merveilleux. À chaque fois que pour une cause qui est extérieure au grand groupe, le délai court, jackpot. Ils n'ont pas commencé les travaux, qu'ont-ils fait ? Et l'addition est déjà de près de 15 millions d'euros. Et vous avez eu pour cela, et je ne mets pas en cause ici les services de l'ACUD, je pense, et c'est une demande que j'ai faite vendredi, pour laquelle je n'ai pas eu réponse. Il y a eu un groupement, 2i conseils, le groupement Mataron-Pinda, mais j'avais déjà interrogé quand, en 2010, j'étais encore délégué à la communauté urbaine avant que par une sombre manipulation on m'en éjecte en 2011. Eh bien, j'ai demandé qu'on nous donne le marché de ces gens-là. Mataron, je crois qu'il était à la mission d'appui de partenariat public-privé, puis maintenant il pantoufle dans un cabinet privé. Ah, elles sont belles les passerelles. Et là, on voudrait savoir ceux qui ont négocié ce contrat, je ne vais pas dire qu'il est léonin, mais qui donne tant d'avantages, mais tant d'avantages à Vinci. Comment est-ce possible ? Comment est-ce possible que la CUD soit ainsi roulée dans la farine ? Et alors, nous avons aussi une autre question à vous poser. Dans la délibération, il est écrit, Monsieur le Président, que par courrier, la communauté urbaine a adressé un courrier au titulaire le 2 mai dans lequel elle a rappelé le caractère fondé des moyens soulevés dans la requête déposée. Le courrier du 2 mai, nous avons simplement demandé qu'à nous, élus communautaires, on ait ce courrier. Pas moyen d'avoir ce courrier, mais que se passe-t-il donc ? Vous avez quand même bien essayé de négocier avec Vinci. Il se dit que dans la négociation que vous auriez tenté avec Vinci, mais vous allez nous le confirmer, vous auriez été accompagné de M. Dersin, ancien salarié ou jusqu'il y a peu de temps de Vinci. Est-ce bien possible ?
nous avons de la peine à le croire, d'autant plus que si nous reprenons le procès-verbal de juillet 2010, à cette époque-là, le représentant de Tetegem, M. Kemp, mais rien n'était plus beau que le partenariat public-privé. Ah, qu'il était beau ce partenariat public-privé en 2010. Et pourtant, tout ce que nous avons depuis des années montre bien à quel point le partenariat public-privé, qui n'est qu'une externalisation de la dette, une sorte de cavalerie budgétaire des collectivités locales, est toujours en faveur de la finance et du capital et contre l'intérêt général. Alors voilà, il y a donc ces questions que nous vous posons, Monsieur le Président, auxquelles nous aimerions avoir des réponses, parce que des réponses à ces questions vont dépendre un certain nombre de décisions, en tout cas la décision que prendra notre groupe. Parce qu'effectivement, il y a une décision politique à prendre. Continue-t-on sur le projet ARENA ? Nous nous sommes prononcés très clairement, non seulement pendant cette campagne, mais dès l'année 2010 où j'avais exprimé toute mon hostilité au partenariat public-privé, par un déféré au contrôle des légalités dès juillet 2012, par ce recours contre le permis de construire devant le Conseil d'État. Donc, nous sommes effectivement partisans de l'arrêt de ce projet. Mais ça, c'est une indemnité de résiliation. Il faut s'interroger sur tout ce qui a été dépensé, sur ce contrat qui a été négocié de notre point de vue d'une manière extrêmement avantageuse. Et puis, il faut s'interroger, car nous ne serions pas responsables, sur les conséquences de cet arrêt, les conséquences économiques, les conséquences sociales. Mais vous aurez certainement fait le lien avec la motion que nous avions présentée le 22 avril à Dunkerque, que nous avons présentée le 6 mai, et que nous vous remercions, Monsieur le Président, d'avoir porté à la connaissance de tous les élus communautaires sur le travail détaché. Certes, demain, cette décision va mettre en péril des emplois attendus par les salariés de Vinci. Certes, il y a aujourd'hui au terminal Mitanier près de 900 travailleurs détachés dans des conditions de dumping social inacceptables, à quelques kilomètres. Restez sur la délibération, monsieur. Et nous, mais nous devons, nous, dans notre responsabilité en termes politiques, assumer pleinement les conséquences sociales de notre décision et entamer dès à présent un bras de fer ou une négociation, vous l'amènerez comme vous l'entendrez, Monsieur le Président, qu'importe la manière pourvu qu'on ait l'ivresse de la réussite. Il faut donc que ces emplois qui demain ne verront pas le jour pour l'ARENA, si la décision est prise par ce Conseil de communauté, il faut qu'alors on puisse, nous, avec la responsabilité qui est celle de la puissance publique, nous intervenions auprès de Dunkerque LNG contre ce dumping social pour que ce travail soit assuré sur le terminal méthanier et d'autres chantiers. Donc voilà, l'intervention est une intervention d'introduction puisque nous vous avons posé un certain nombre de questions et c'est en fonction des réponses à ces questions, Monsieur le Président, que nous exprimerons notre vote en division sur la délibération. Il me plaît néanmoins pour notre groupe de vous redire ce qu'a dit un orateur précédent. La conférence des maires n'est pas décisionnelle. À ce que je sache, je n'ai vu mentionner la conférence des maires dans aucun paragraphe, dans aucun article du règlement intérieur. Ce conseil est souverain. Il convient qu'il reste un conseil souverain. Madame Croquet a demandé un vote à bulletin secret. Nous serons, nous, demandeurs d'un vote à scrutin public qui permettra sur le procès-verbal d'afficher point par point les noms de ceux qui ont voté contre, les noms de ceux qui ont voté pour, les noms éventuellement de ceux qui s'abstiendront. Courage, fuyons. Merci. Alors, qui a fait l'étude d'impact ? C'est Exa Ingénierie, un cabinet douaisien, et la partie environnementale a été faite par le CERF. Je ne suis pas sûr que ce soit fondamental pour la décision de ce soir.
Par rapport aux pénalités de retard, puisqu'à un moment donné, vous aviez une question, je tenais à vous dire qu'il n'y avait pas de pénalité de retard depuis que je suis président de la communauté urbaine. Pour le reste, j'ai votre mail sous les yeux. Une grande partie de vos demandes sont quand même arrivées aujourd'hui à 15h. Je maintiens ce que j'ai dit tout à l'heure. Un mot sur la conférence des maires. Je n'ai jamais dit, y compris à la presse, que la conférence des maires était décisionnelle. C'est une instance de concertation interne à la communauté urbaine et je n'ai jamais dit que c'était une décision. La décision, elle est ce soir. Et j'ai bien dit que les maires, dans leur unanimité, allaient proposer ce soir au Conseil la délibération qui est devant vous. Monsieur Ringot. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. J'interviens ce soir au nom des élus gravelinois et des administrateurs du basket club maritime. Délicat et difficile dossier que celui de l'Arena. Nous en parlons en effet dans notre agglomération depuis plus de 20 ans. Déjà, souvenons-nous, nous sommes dans les années 90. Albert d'Anvers s'imagine alors, sous l'impulsion de Jean Gall, directeur du BCM, un nouvel écrin pour son club d'environ 7000 places assises qu'il placerait bien volontiers dans le futur parc de la Halle le long de la 16, sur les communes de Gravelines et de Saint-Georges-sur-la-Haye, non loin du stade nautique olympique réalisé depuis lors et qui porte désormais son nom. La défaite d'Albert d'Anvers aux élections municipales de 1995 sonne le glas de cette volonté, et du reste d'ailleurs du projet tout entier, relancé un tant soit peu lors de la candidature de Lille 2004 pour l'organisation des Jeux Olympiques. En 2004, sous l'impulsion de Michel Delbar, ce dossier est relancé. Le sport de haut niveau monte en puissance dans l'agglomération, dans les compétences de la communauté urbaine, permettant à nos clubs de viser l'élite dans leurs disciplines respectives. Le pari est réussi puisque le BCM remporte la Coupe de France et le Trophée des Champions en 2005. Le Trophée des As en 2011 et en 2013 participe au Final Four de l'Euro Challenge, est européen quasiment chaque année, même s'il échoue de peu plusieurs saisons pour l'obtention du titre de champion de France. Certes finaliste malheureux en 2004 contre Pau, mais néanmoins termine 2 fois premier de la saison régulière, échouant dans cette spécificité du basket lors des play-offs. Nos jeunes espoirs et cadets sont au top niveau du basket français. En cela, le BCM entraîne une dynamique basket d'agglomération très positive, il me semble. Pour le titre national, la persévérance finira bien par payer, comme les handballeurs l'ont démontré cette année. Dans ce contexte donc positif, sportivement et avec, disons-le, une pression douce des fédérations sportives quant aux jauges disponibles dans notre agglomération, le dossier Arena se met donc progressivement en œuvre. Très vite, toutefois, 3 écueils apparaissent, mis en exergue par le débat électoral et citoyen. Tout d'abord, la localisation, qui, disons-le nettement, n'a jamais fait l'unanimité, en partie, je crois, liée à l'installation périphérique d'un centre commercial faisant lui-même l'objet de controverses, mais aussi et surtout de par la proximité d'entreprises industrielles, l'ensemble avec une desserte, certes au bord de la 16 et de la 25, mais avec des capacités routières insuffisantes, nécessitant la réalisation d'ouvrages complémentaires d'évacuation pour fluidifier les bretelles d'autoroute les soirs de match. Nous imaginons même un arrêt du TER-GV, très judicieux, mais non financé par le Conseil régional. J'avais d'ailleurs évoqué publiquement, en séance, lors de notre Conseil de communauté, lors de cette première délibération du 2 juillet 2009, mes réserves sur le lieu pressenti. La jauge, ensuite, qui a évolué au fil du temps, passant de 6 000, 7 000 places assises au départ à 10 700 places ensuite, sans explication suffisante, générant une inflation du budget de départ de 50 millions d'euros, que je tiens à rappeler, dans l'opinion publique de l'incompréhension et, disons-le, progressivement, un rejet dans un contexte économique et social difficile qui s'était parallèlement dégradé. Enfin, le choix du partenariat public-privé, placé dans un contexte financier nouveau pour la collectivité, marqué successivement ces dernières années par la disparition de la taxe professionnelle, la montée en charge de la péréquation entre collectivités et à venir en 2015 avec la baisse des dotations qui va, nous le savons tous, impacter notre collectivité et réduire, de ce fait, notre capacité d'investissement du mandat. Ce PPP, même s'il peut, c'est vrai, présenter des avantages en termes de maîtrise des frais de gestion, à la charge de l'exploitant impacterait les finances de nos clubs
qui devrait, pour le BCM, s'acquitter d'un loyer auprès de la communauté urbaine évoqué mais jamais confirmé, malgré mes demandes successives, de 350 000 € par saison, hors charges spécifiques, sécurité, entretien, flux d'animation, de 50 000 € par soirée, facturés cette fois-ci par l'exploitant. Complémentaire, tout cela, au loyer que la ville de Gravelines et que le site Sportica réclament au BCM de 120 000 €, que le BCM aurait donc dû continuer d'acquitter puisque celui-ci restait résident à Gravelines. Par ailleurs, il va de soi, et je l'avais dit aussi à Michel Delbarre, très honnêtement, que la participation de la ville de Gravelines d'environ 1 million € par saison, tout compris, serait à l'avenir proportionnelle au nombre de matchs encore joués au Sportica. Comment pourrait-il en être autrement dans un contexte, disons-le, que nous avions, nous, élus gravelinois, à gérer, d'une forme d'insatisfaction des supporters gravelinois et plus généralement du canton, favorable très majoritairement au maintien du BCM au Sportica, dans le cadre d'un projet de transformation de l'ancienne salle des tennis, que j'avais également évoqué, en une nouvelle salle polyvalente de 5 à 6 000 places, que nous avons fait étudier et qui semblait, au vu des premières approches, réalisable avec un avantage majeur, celui d'avoir déjà un amortissement des frais d'exploitation pris en compte par la commune d'environ 3 500 000 € par an. Bien évidemment, projet que je relancerai en fonction de la décision qui sera prise ce soir. En clair, et je l'avais dit aussi publiquement en commission, je tiens les interventions à disposition, à la fois celle de juillet 2009 et celle de juillet 2012, et en commission, le partenariat public-privé obligerait la CUD à compenser d'une manière ou d'une autre, financièrement, pour garder le même budget au club, à la fois le BCM, mais aussi l'USDK, et ce même avec une hausse des spectateurs qui ne saurait couvrir les dépenses nouvelles que je viens de vous évoquer. Malgré ces écueils, pour ma part exprimés publiquement, à la fois ici même, mais en groupe et au sein de notre groupe majoritaire, le dossier était majoritairement bouclé et place notre collectivité aujourd'hui et sa nouvelle majorité dans une situation, disons-le, financière, politique et sociale difficile. Il appartient donc ce soir à chacun d'entre nous, en connaissance de cause de ces conditions de réalisation, de prendre sa décision par un vote formel à l'issue de notre débat sur l'opportunité ou non de poursuivre ce projet. Je vous remercie. Merci, Monsieur Ringot. Monsieur Nersin, vous avez demandé la parole ? Oui, Monsieur le Président, Monsieur Emery, qui dit tout à l'heure ne pas vouloir attaquer les gens personnellement, a pourtant dérogé à sa promesse puisqu'il m'a attaqué directement. Je vous signale que je ne siégeais pas à la communauté urbaine lors du précédent mandat. Il est vrai que j'ai travaillé pendant 6 ans comme directeur des affaires publiques de Vinci Concessions. L'ancien président de cette structure, voyant que je soutenais Patrice Vergrit dans sa traditionnelle habitude de pression sur la vie des gens, a appelé le groupe Vinci pour avoir ma peau. Le président de ce groupe m'a convoqué et il m'a dit « Franck, il faut choisir entre ton soutien à Patrice Vergrit et ton travail. » J'ai choisi ma conviction, et croyez-moi, ça m'a coûté financièrement, mais je me tiens debout devant vous, Monsieur Emery, parce que j'ai choisi de ne pas suivre cet odieux chantage de Michel Delbarre, qui, je le signale quand même, la place est libre aujourd'hui, il n'est pas là. Si Michel Delbarre tenait véritablement à son projet, il serait là aujourd'hui pour le défendre. Il n'est pas là. C'est une lâcheté incroyable. Il fait preuve depuis des semaines d'une lâcheté incroyable. Il n'ose plus venir. Et vraiment, s'il tenait à ce projet, il serait là. Et pour répondre une dernière fois à M. Emery, il s'en souvient, dans ma vie politique, j'ai été condamné une fois au tribunal pour diffamation à 1 €. C'est pour vous avoir diffamé, M. Emery. Et c'est une fierté pour moi. Merci. Très bien, on ne va pas rentrer là-dedans. Monsieur Clincard. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, je m'exprime ici au nom du groupe Rassemblement républicain pour un littoral en mouvement. Nous souhaitons indiquer notre position concernant le dossier ARENA
dont la genèse remonte à 2009, comme ça nous a été indiqué tout à l'heure par M. Lambert, ce projet incarne, selon nous et selon moi, ce qui ne doit plus être entrepris avec les deniers publics dont nous avons aujourd'hui la responsabilité, à la fois sur le fond comme sur la forme. À l'heure où notre territoire subit journellement les affres de la crise économique déclenchée en 2008 et dont nous ne sommes pas encore sortis, d'autres priorités s'imposent à nous, élus, représentant la population du littoral dunkerquois. Qu'observe-t-on dans nos communes respectives, notamment lors des permanences que nous assurons, nous les maires, les adjoints, les conseillers, les élus républicains? Qu'observe-t-on? Que 8 personnes sur 10 qui viennent à la rencontre de leurs représentants locaux le font pour une aide à l'emploi ou au logement, bref, à l'insertion sociétale. C'est dans ce sens que, Monsieur le Président, définit comme prioritaire notre bataille pour l'emploi. Récemment, la conférence des maires est venue structurer notre stratégie, elle qui hier n'existait que pour la forme, et qui sera d'ailleurs validée ultérieurement par cette instance souveraine. Ainsi, le projet faramineux ARENA ne peut, dans ce contexte, trouver un écho favorable auprès des habitants de notre agglomération qui ne comprendraient pas que l'on poursuive dans cette voie. D'autant qu'au regard des éléments portés à notre connaissance, en toute transparence, par la volonté du président, au-delà du gouffre financier, les recours entrepris alors auraient forte chance d'aboutir, notamment celui porté par la Delfa, puisqu'en définitive, en l'état actuel, le dossier ne pourrait même pas aller jusqu'à son terme. C'est pourquoi il est temps de stopper cette gabegie et de mobiliser toutes les forces vives, énergie et moyens pour créer les circonstances d'une relance, redéployer les mécanismes communautaires pour atténuer les disparités entre les villes. Tels sont les défis à relever, à entreprendre pour cette nouvelle gouvernance collective, dont l'objectif étant la défense de l'intérêt général. Je vous remercie. Merci, M. Clincard. M. Francis Basseron. Monsieur le Président, chers collègues, j'interviens au nom du groupe Rassemblement solidaire communautaire. Pour ce qui concerne le dossier de l'ARENA, notre collectivité a aujourd'hui une responsabilité décisive. Vous avez souhaité associer, Monsieur le Président, l'ensemble des maires de l'établissement communautaire sur la prise de décision visant à conserver ou abandonner ce projet. Je souhaite vous remercier sincèrement de votre confiance, même si cela représente pour nous une lourde responsabilité. C'est vrai que les élus locaux connaissent leur population et ses attentes. Ils connaissent les caractéristiques de leur territoire. Ils sont donc légitimes pour identifier les besoins, pour orienter l'offre de services publics et l'inscrire dans une vision à long terme du développement local. Ils sont aussi les mieux placés pour faire fructifier des expérimentations ingénieuses sur un terrain social bien identifié. Le rôle des élus locaux à cet égard est donc essentiel. Sur le projet ARENA Grand Nord, qui a déjà fait couler beaucoup d'encre, je pense que la leçon principale à tirer de ce dossier, c'est qu'il était indispensable d'associer bien davantage les élus et nos concitoyens à la prise de décision. En effet, le mandat qui débute sera plus que jamais celui de la responsabilité et de l'exigence. Notre pays vit une crise financière, économique et sociale persistante et les dotations de l'État, de la région et du département vont connaître une baisse très forte et sans précédent. Je sais que vous souhaitez alerter, Monsieur le Président, l'État sur les conséquences de ces diminutions, notamment sur l'investissement public qui représente 71% de l'activité des entreprises et sur la délivrance des services essentiels aux habitants. Notre mission
sera donc de répondre aux besoins de nos populations tout en limitant, par une gestion rigoureuse, les dépenses de l'établissement communautaire. Dans ce contexte, c'est un véritable défi que nous aurons à relever pour réconcilier nos concitoyens avec l'action publique. Nous sommes aujourd'hui convaincus que le projet ARENA Grand Nord ne répond pas à cette exigence, puisqu'il est victime d'une forme de démesure à laquelle la communauté urbaine de Dunkerque n'est pas en capacité de répondre. Même si la voie est étroite, le sens d'un compromis doit être rapidement étudié dans le cadre du partenariat public-privé avec l'ensemble des acteurs, car il serait dommageable et inutile d'opposer notre collectivité aux promoteurs de ce projet. Dans ce contexte particulièrement difficile, la priorité est de redonner de la confiance à la population de notre territoire, la protéger face à la crise, lui assurer un cadre de vie valorisé. Il n'est pas question de renoncer à ce qui a été acquis par le travail et le talent des générations précédentes et la nôtre. La porte est donc étroite. On sait que notre économie a deux moteurs principaux, les entreprises et leurs salariés, auprès desquels nous sommes liés au quotidien, tous les salariés de l'agglomération dunkerquoise, sans distinction de secteur d'activité. Il faut donc donner à nos entreprises les armes pour se battre dans une compétition mondiale sans merci. Il est temps d'arrêter d'accabler les entreprises de charges, de taxer davantage le capital plutôt que le travail, de favoriser l'initiative individuelle, de favoriser la formation permanente et notamment l'apprentissage. La communauté urbaine, de son côté, doit continuer à soutenir l'innovation pour lui donner les moyens dont elle a besoin pour faire entrer les nouvelles technologies dans nos modes de vie. La machine tourne encore, mais la crise mondiale jette ses grains de sable pour la gripper. À nous d'apporter notre pierre à l'édifice pour lui apporter l'huile dont elle a besoin. En tournant la page du dossier ARENA Grand Nord, nous devons, dans le même temps, mettre en place une stratégie mobilisant l'ensemble des acteurs économiques en mettant la compétitivité et la place de l'humain au cœur du processus de développement de notre territoire. Je vous remercie. Merci, M. Bassemont. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Non. Je vous remercie. Monsieur Emery? Simplement, Monsieur le Président, mais je pense que toutes les personnes qui sont attentives à mon propos, j'ai posé une question factuelle sur la négociation que vous avez menée ou n'avez pas menée avec Vinci et par qui étiez-vous accompagné lorsque vous étiez à cette négociation. Que certains veuillent en faire une mise en cause personnelle, c'est leur problème, mais il n'y a pas du tout de mise en cause personnelle, il y a simplement une demande d'éclaircissement sur des faits. J'ai eu plusieurs moments de négociation avec les groupes aussi, d'ailleurs négociation, discussion, présentation des points de vue, je préfère le dire, et à travers ces différents moments, il y a eu différentes phases, dont certaines par téléphone. Donc vous voyez, pour tout vous dire. Donc je vous remercie tous. Beaucoup a été dit, notamment sur l'évolution du contexte, en particulier du contexte budgétaire et l'évolution des dotations de l'État. Mais avant de passer au vote, j'aimerais clarifier certains points relatifs à la délibération qui vous est soumise. Elle a en effet nourri quelques articles de presse dans lesquels aucune place n'a été donnée au point de vue de la collectivité. J'espère que l'équilibre sera restauré rapidement. J'en viens donc à l'analyse financière et contractuelle du projet ARENA. Pour être économiquement juste, j'ai retiré du calcul financier de l'ARENA les pénalités de retard intervenues jusqu'à la date d'aujourd'hui. En effet, dans tous les cas de figure, celles-ci sont acquises et elles sont totalement extérieures au coût du projet. Ces pénalités de retard sont à mettre au crédit de la gestion du dossier par mon prédécesseur. Cela représente 9,3 millions d'euros et je le répète, quel que soit ce qui peut advenir, cette somme a été perdue au cours du mandat précédent et elle ne correspond à aucune
plus-value pour le projet. Ceci étant dit, il est temps de mettre sur la table le vrai coût du projet ARENA pour la communauté urbaine conformément au contrat. Pour ce qui est de la construction et de l'exploitation, le projet ARENA, comme ça a été dit par M. Lambert, prévoit 160 millions d'euros pour la collectivité. 10 millions au départ, plus 6 millions chaque année pendant 25 ans. Pour ce qui est des dépenses communautaires directes, le projet ARENA prévoit à minima 12,1 millions d'euros. Je reviendrai sur le terme « à minima », car beaucoup de choses ne sont pas intégrées dans ce chiffrage. Pour ce qui est des pénalités de retard additionnelles, celles qui pourraient intervenir à compter de ce jour, une poursuite du projet ARENA coûterait sans doute 10 millions d'euros en plus, au-delà des 9,3 millions perdus par mon prédécesseur. Et oui, parce que les chantiers n'est pas prêt de démarrer dans un délai court, poursuivre l'ARENA entraînerait 10 millions d'euros de pénalités de retard supplémentaires sur l'addition finale. À ces premières enveloppes, on peut ajouter les subventions non garanties, comme par exemple celles de l'État et du Conseil général. J'estime à 12 millions, ou régional, j'estime à 12 millions d'euros le surcoût prévisible pour la communauté urbaine au titre de la compensation de ces subventions que nous n'aurions jamais reçues. Et ce n'est pas fini, car le modèle économique de l'ARENA prévoit un coût de location de la salle par les clubs sportifs, comme l'a souligné M. Ringot. Or là-dessus, disons la vérité, c'est la communauté urbaine qui devrait payer. Sinon, la masse salariale de ces clubs diminuerait, et donc leur compétitivité. J'en parlais encore avec Christian Monchot et Hervé Bedlem, en présence de M. Bertrand Ringot, mercredi passé. Au final, vous pouvez rajouter 20 millions d'euros à ce titre sur 25 ans, une somme qui aurait été intégrée dans le budget communautaire sous forme de subventions complémentaires aux clubs de haut niveau. Et ce n'est pas fini, car la descente d'un des deux clubs sportifs dans les 27 prochaines années est un risque réel. Personne ne le souhaite, mais c'est un risque réel sur le plan financier. Et sur ce point, rien n'est chiffré dans le contrat de partenariat. Rien n'est chiffré dans le contrat de partenariat. Ne pas le prendre en compte est un manque important, comme nos collègues du Mans ont pu s'en rendre compte. Avec un calcul de probabilité basique, j'estime qu'il représente un coût supplémentaire de 8 à 10 millions d'euros pour le projet ARENA. Et ce n'est pas fini, car il y a des aménagements induits par l'urbanisation d'un nouveau site en Orgracht. Vous serez dans une partie urbanisée, et rien en la matière n'est chiffré actuellement dans le projet ARENA. La gare ferroviaire et la base nautique, je n'ose même pas y penser. Je vais vite classer ça dans les attrape-gogo destinés à faire croire aux Dunkerquois que le site de l'ARENA allait être le nouveau paradis terrestre. C'est totalement irréaliste et infinançable. Quant à la passerelle au-dessus de la 16 pour rejoindre le parking événementiel près de la rue des Scieries, cette passerelle n'est pas chiffrée dans le projet ARENA, tout comme l'entretien et l'aménagement des nouvelles voiries, des espaces verts et des parkings sur 25 ans. On a un nouveau site urbanisé avec des contraintes de coûts complémentaires. Alors combien coûterait cette fameuse ARENA ? À minima, 220 millions d'euros, mais plus probablement 250 à 260 millions d'euros. Et je ne parle pas des coûts environnementaux, ni du barreau de Capelle, que nous souhaitons réaliser indépendamment du projet ARENA. Je n'ai pas non plus tenu compte de toutes les dérives des partenariats publics-privés qui pourraient nous arriver et qui feraient sans doute arriver la facture aux 300 millions d'euros. Fort heureusement, aujourd'hui, compte tenu du recours de la DELFA, ce contrat ne peut plus être respecté en termes de délai. C'est donc le moment de clore un chapitre de notre histoire communautaire, héritage d'une gouvernance d'un autre temps. Et nous économiserons plus de 200 millions d'euros. Et oui,
Ce soir, nous économiserons plus de 200 millions d'euros. Car quels sont les vrais coûts de la résiliation ? Entre 10 et 14,5 millions d'euros pour les frais de résiliation en eux-mêmes, ça a été dit par M. Lambert, et si on veut y ajouter les dépenses déjà engagées directement ou indirectement par la communauté urbaine, celles-ci représentent environ 14 millions d'euros. Une partie de ces dépenses reste d'ailleurs utile, comme les dépenses en acquisition foncière et les études sur l'échangeur. Et que n'ai-je lu sur le sujet ? Que n'ai-je lu ? Tout d'abord, l'intégration des pénalités de retard passées comme si elles avaient été dépenses utiles à l'avancement du projet. Faible exercice comptable. Ensuite, la TVA. Paraît-il qu'il faudrait la payer. Ce n'est pourtant pas notre analyse juridique, qui s'appuie, pour être précis, sur une jurisprudence provenant des décisions Inzo et Rompelmann de la Cour de justice des communautés européennes. Pour nous, la TVA, c'est 0. Et il suffisait de le demander. Le plus étonnant dans ce que j'ai lu, c'est l'opération qui consiste à intégrer 3 millions d'euros de remboursement de subventions dans le coût de l'ARENA pour la communauté urbaine, de la résiliation de l'ARENA pour la communauté urbaine. Mais cela ne représente aucun coût pour la CUD. C'est une pure opération comptable, une recette et une dépense du même montant. Ah, j'entends aussi parler d'emplois perdus. Mais les 200 millions d'euros économisés ce soir seront réinjectés dans notre économie locale sur des projets vraiment utiles, avec une vigilance accrue sur la retombée en emplois locaux. J'ai d'ailleurs demandé, pour information, à la Fédération française du bâtiment le nombre d'emplois induits dans le BTP pour 200 millions d'euros investis. Voilà leur réponse. 2220 années d'équivalent temps plein. Grâce à la résiliation de l'ARENA, voilà ce qu'on va injecter dans l'économie locale dans les années à venir. Et puis d'ailleurs, si on associe bien logiquement à l'ARENA le projet de centre commercial Grand Nord, on oublie un peu vite les perspectives d'emplois perdus à Carrefour Saint-Paul, à Corac ou de Guerquebranche et à l'Intermarché du Jeu de Maille. Moi, je n'oppose pas les emplois. Et je me battrai aussi bien pour les employés des hypermarchés que pour les ouvriers du BTP. D'ailleurs, commençons tout de suite. Et je formule la demande au groupe Vinci d'utiliser prioritairement une partie des sommes reçues pour la résiliation du contrat pour le soutien à Sogea Caroni, une filiale de son groupe. Le groupe Vinci a aujourd'hui largement les moyens de le faire. Nous allons donc procéder maintenant au vote de l'habilitation qui vous a été proposé. Puisqu'il m'a été demandé 2 votes sur les modes de vote, qui souhaite un vote à bulletin secret ? Je rappelle qu'il faut 1/3 des présents pour passer au vote à bulletin secret. Qui souhaite un vote à bulletin secret ? 5. 5. Non. Qui souhaite un vote à scrutin public ? Alors, il faut que je compte. Bon, on a une majorité pour un vote à scrutin public. Alors, on pourra le faire à main levée, mais on va identifier effectivement qui... Oui, monsieur Emery ? Nous souhaitons, Monsieur le Président, et je pense que c'est dans le sens de ce que vous avez dit, enrichir cette délibération et proposons les 2 amendements suivants. Alors, il sera proposé au Conseil de... Monsieur Emery, le débat était clos. J'ai demandé la parole. Oui, mais c'est bon. Non, mais... Vous aviez la possibilité de déposer vos amendements plus tôt.
J'ai clos le débat, je suis passé au vote et à la procédure de vote. Je vous rappelle qu'il est de règlement que nous ne commentons pas la procédure de vote. Je vous le rappelle, c'est dans le règlement. Donc il y avait le temps. Non, monsieur le Président, il y avait le temps pour les amendements. Maintenant, c'est terminé. Nous sommes dans la procédure de vote où il n'y a pas de commentaire possible. Mais ce n'est pas, Monsieur le Président, je ne suis pas dans le commentaire. Je suis simplement dans l'exposition d'un amendement oral en séance. Vous êtes dans la procédure de vote. Comme cela, Monsieur le Président, est indiqué dans le règlement intérieur. Oui, au moment du débat, pas au moment de la procédure de vote. Relisez bien le règlement. Au moment de la procédure de vote, il n'y a pas de commentaire. Mais ce n'est pas un commentaire. Je demande simplement qu'il y ait un amendement. Ça s'appelle un commentaire. Mais c'est pas... Non. Voilà. Non, donc je vous demande de reposer ce micro. Et puis nous allons continuer la procédure de vote réglementaire. Donc vous ne voulez pas qu'on mette aux voix un amendement sur les travailleurs détachés et vous ne voulez pas qu'on mette aux voix un amendement pour la négociation avec Vinci. Non, je suis au vote de la délibération, monsieur Emery. Alors... Vous ne voulez pas d'amendement. Bon, on verra. Il y avait un temps pour les amendements. Terminé. Alors, je vais procéder à l'appel et chacun pourra dire ce qui permettra le vote à scrutin public pour, contre ou abstention. Pardon ? Non, c'est un seul vote. Non, c'est une seule délibération, il n'y a qu'un vote. Alors, c'est bon, monsieur Emery, il n'y a pas de commentaire sur les procédures de vote. Je vous le rappelle, c'est le règlement intérieur. Alors, pour contre et abstention, monsieur Bernard Wesbecker. Oui, donc pour la délibération. Pour la délibération, Bernard, c'est ça qu'on dit, hein. Monsieur le Président, je tenais simplement à réaffirmer le fait que notre groupe et tous ses amis a toujours été contre l'ARENA et donc que tous les maires n'étaient pas disposés, comme il a été dit tout à l'heure. Très bien, je vous remercie. Donc pour la délibération. Madame Martine Arlabos. Monsieur Franck Dersin. Monsieur Francis Bassemont. Madame Karima Benarab. Monsieur Christian Hutin. Monsieur Damien Carême. Monsieur Patrice Vergrit, pour. Monsieur David Bayeul. Pour. Madame Isabelle Kerkhoff. Monsieur Bertrand Ringot. Monsieur Léon Desvlois. Madame Catherine Verlinde. Monsieur Éric Rommel. Monsieur Sonny Clincard. Madame Monique Bonin. Monsieur Jean-Luc Darcourt. Monsieur André Henbert. Monsieur Jean Decolle. Monsieur Claude Charlemagne. Monsieur Jean-Luc Goodbout. Madame Fabienne Castel. Monsieur Jean-François Montagne. Madame Leïla Nedji. Monsieur Johnny de Coster. Monsieur Jean-Yves Frémont. Monsieur Didier Bicoff. Monsieur Martial Beillard. Monsieur Cyril Gaillard. Madame Barbara Bayeul-Rochard. Madame Josiane Algoët. Madame Régine Martel. Madame Isabelle Fernandez. Madame Jannick Landy. Monsieur Stéphane Gouvard. Madame Isabelle Bulté. Madame Julie Bécard. Monsieur Jean-Philippe Titeca. Monsieur Bernard Faucon. Madame Sabrina Kellaf. Monsieur Yves McClive. Monsieur Bernard Monté. Madame Mélanie Lemaire. Madame Patricia Lessieux. Monsieur Laurent Van Rechem. Madame Martine Coudeville. Madame Diana Dequitte. Madame Annette Disselkamp. Monsieur Régis Douillet. Madame Nadia Farissi. Monsieur Guillaume Florent. Monsieur Guy Lécluse. Monsieur Pascal Lequin. Monsieur Yves Pannequin. Monsieur Alain Van Weffelgem. Monsieur Michel Delbar. Madame Gracienne Daman. Madame Joëlle Croquet. Madame Séverine Vic. Madame Marjorie Voiturier. Madame Alice Varé. Monsieur Frédéric Vanille. Monsieur Michel Tomazek. Monsieur Jérôme Soisson. Monsieur Alain Simon. Madame Catherine Serré. Madame Stéphanie Perren. Monsieur Olivier Berthe. Madame Nicole Lustre. Monsieur Jean-Christophe Plaquet. Madame Marilyn Vandenbosch. Madame Claudine Barbier. Madame Laetitia Miwa. Monsieur Thomas Fraga. Oui à la résiliation. Abstention sur l'autorisation à prendre toute mesure. Contre l'autorisation du président à régler.
et abstention sur l'autorisation du président à signer tous les actes afférents. Donc ne se prononce pas. Monsieur Philippe Emery. La même chose, je le répète. D'accord. Madame Martine Fortuit. La même chose. Monsieur Adrien Nave. Pour le principe. D'accord, ok, la même chose. Je vous en remercie. Très bien. Nous allons... Non, pas d'intervention dans la salle, s'il vous plaît. Nous passons au point 2, adoption du règlement intérieur. Vous avez reçu, avec la lettre de convocation qui vous a été adressée le 12 mai dernier, le texte intégral de cette délibération et le projet de règlement intérieur. Vous avez pu constater que ce dernier document avait été modifié par rapport à la transmission qui vous a été faite pour la séance du 6 mai dernier. En effet, certains amendements déposés... S'il vous plaît, un peu de silence dans la salle, s'il vous plaît, dans le public, merci. En effet, certains amendements déposés par le groupe de M. Emery ont été intégrés à ce projet. Et vous avez sur vos tables une note reprenant l'ensemble des amendements déposés et ce que je propose au Conseil d'adopter. Y a-t-il des remarques ? Madame Croquet, puis M. Emery. Oui, Monsieur le Président, concernant ce vote sur le règlement intérieur, vous dire que nous allons nous abstenir. J'avais envoyé un courrier faisant part, parce qu'il y a un élément quand même dans ce règlement intérieur, c'est la composition du bureau. Ça avait été soumis à un vote, à plusieurs votes en séance dernière au Conseil communautaire. À plusieurs reprises, j'ai demandé pour être candidate. Je n'ai pas été élue, je vous ai fait un courrier. Vous m'avez dit tout à l'heure oralement que vous proposiez de m'inviter à ce bureau. Je vous en remercie, mais je ne souhaite pas être dans ce bureau comme invité. Et nous nous abstiendrons. Très bien. Donc effectivement, il existe la possibilité pour le président d'inviter au bureau avec voix consultative. Je vous l'ai proposé, Madame Croquet. Je le proposerai également à Monsieur Emery, conformément à sa demande de participer au bureau. Monsieur Emery, puisque je vous passe la parole, ce sera l'occasion aussi de répondre à la question que je viens de vous poser, si vous souhaitez siéger au bureau avec voix consultative à mon invitation. Alors, sur la proposition que vous venez de faire et que j'apprends en séance, nous sommes un groupe, le groupe des filles bleu marine. Le groupe va donc se réunir et vous fera parvenir sa réponse. Sur le règlement intérieur, d'abord... vous remercier, Monsieur le Président, d'avoir pris en compte un certain nombre de nos propositions, ce qui tendrait à montrer si il est admis que vous représentez la voie du bon sens, c'est que nous pouvons également représenter cette voie du bon sens un certain nombre de fois. Sur la conférence des présidents n'a pas de pouvoir décisionnel et nous désirons donc sous-amender la rédaction que vous nous proposez parce que la conférence des présidents n'a pas à examiner la recevabilité des vœux ou motions déposés. Nous considérons que c'est reste de la souveraineté de l'Assemblée. Sur l'article 5, l'amendement numéro 4, et qui, lui, concerne les questions orales, nous souhaitons simplement, Monsieur le Président, quand une question orale est posée en séance, soit il y est donné une réponse à cette séance, soit il y est donné une réponse à la séance ultérieure. C'est l'un ou c'est l'autre, que le Conseil décide de donner une réponse à la séance ultérieure pour que ce soit examiné en commission. Cela n'apparaît pas clairement, puisqu'il est marqué « Si l'objet des questions le justifie, le président peut décider de le reporter à la séance supérieure ». Et donc, il faudrait mettre « Une réponse à la question sera apportée à la séance ultérieure ». Aujourd'hui, nous allons... Oui, mais ce qui va sans dire, cela va encore mieux en le disant. C'est de la même manière que vous avez accepté notre amendement sur le bureau, pour le fait que les séances soient publiques, alors que c'était exprimé par deux négations. Nous maintenons, Monsieur le Président, notre demande d'amendement qui devra donc être mise aux voix sur le compte-rendu synthétique des commissions, qu'il soit adressé dans un délai. Alors, qu'on trouve les modalités du délai, soit, mais je pense qu'il est fondamental, surtout pour le respect de la souveraineté de ce Conseil, de tous les élus, qu'un droit essentiel soit préservé, c'est le droit à l'information de tous. Certains
en useront de ce droit. Certains arriveront à ce conseil sans avoir ouvert le dossier. On ne va pas se raconter d'histoire. Mais il faut que ceux qui veulent exercer leur mandat avec honnêteté, sincérité, et je dirais même avec passion, puissent le faire. Et il faut donc qu'au moins les 5 jours francs avant l'envoi de la convocation, l'ensemble des comptes rendus de commission nous soient adressés. Sur ce qui est lié à la mission d'information, il est évident que lorsque vous... Monsieur Emery, oui. je vous ai fait une réponse par écrit Oui. pour justifier Bon. tous les points. Est-ce que c'est vraiment utile de tout rebalayer oralement en séance? Eh bien, non, mais Monsieur le Président, nous n'allons pas tout rebalayer oralement. Je veux simplement, notre groupe veut vous dire. Alors, un point qui est vous avez instauré la benjamine pour la séance. Je pense que le secrétaire de séance est le benjamin. Lorsque le benjamin est absent, ce sera la benjamine qui le fera. Mais le fait d'introduire, alors je ne vais pas polémiquer, je vais dire, bon, enfin c'est même pas de la polémique, mais d'introduire en quelque sorte une discrimination selon le sexe. Nous sommes tous des élus et que nous soyons hommes ou femmes, c'est le benjamin. S'il se trouve que le benjamin est un homme et si, évidemment, il appartient au groupe des Fibles Marines, je le regrette pour vous, mais c'est ainsi. C'est ainsi que le Parlement européen avait changé son règlement pour que M. Le Pen, doyen d'âge, ne puisse ouvrir la séance. C'est ainsi dans le monde du politiquement correct. Donc, sur ce règlement intérieur, nous ne l'adopterons pas, Monsieur le Président, parce que nous considérons qu'il ne préserve pas assez le droit des élus minoritaires et nous considérons tout simplement que ce que nous venons de vivre avec l'ARENA, nous étions sur une pensée unique d'Elbar. Nous ne souhaitons pas que les conditions du règlement intérieur permettent l'expression d'une pensée unique Vergrit. Y a-t-il d'autres prises de parole? Non? On peut passer aux voix? Très bien. Alors, qui est contre l'approbation de ce règlement intérieur? Donc, 4. Qui s'abstient? 4. Tous les autres sont pour. Je vous en remercie. Concernant l'organisation des commissions, je voudrais vous préciser que la commission développement et attractivité du territoire, avec les sujets portant sur l'économie, l'emploi, la culture, le sport, les grands projets urbains d'agglomération, les coopérations européennes et internationales, sera présidée par M. David Bailleul. La commission développement équilibré du territoire, avec les sujets portant sur les transports, l'environnement, l'eau, l'assainissement, les déchets, l'énergie, la voirie, le développement social, la santé, sera présidée par M. Damien Carême. La commission urbanisme réglementaire, foncier et habitat sera coprésidée par M. Bernard Wesbecker et par Mme Catherine Verlinde. La commission ressources et administration générale, avec les sujets finances, budget et ressources humaines, sera coprésidée par messieurs Christian Hutin et Éric Rommel. La commission développement de la solidarité intercommunale, avec les sujets relatifs aux petites communes, j'ai mis petites entre parenthèses, sera présidée par Madame Isabelle Kerkhoff. J'organiserai très rapidement une réunion de travail pour permettre la mise en route rapide des commissions, avec comme perspective la préparation de notre prochain conseil de communauté qui devrait se dérouler fin juin. Nous passons au point 3, moyens attribués au groupe d'élus. Vous avez reçu, avec la lettre de convocation qui vous a été adressée le 12 mai dernier, le texte intégral de cette délibération. Y a-t-il des remarques? Monsieur Emery? Oui, Monsieur le Président, la remarque que je fais au nom de notre groupe des Fibles Marines est empreinte d'une réelle gravité. En effet, je pense qu'il est un droit irréfragable, un principe qui ne peut être contesté, c'est l'égalité de tous les élus qui sont dans cette salle. Nous sommes tous des élus du peuple. Nous siégeons à droits et devoirs égaux. Or,
la délibération qui nous est proposée introduit une discrimination entre élus en fonction des postes qu'ils occupent dans l'exécutif. Puisque, alors pour être plus clair pour les personnes qui ne comprendraient pas, cette délibération permet d'affecter au groupe d'élus des charges de personnel sur un pourcentage, donc 25% des indemnités perçues par le groupe. Or, les indemnités sont différentes. Les conseillers du groupe des Fibles Marines seront indemnisés à hauteur, je crois, de 229 €. Le président doit l'être à hauteur de 5 500 €. Ça veut dire qu'il sera affecté en moyen au personnel du président pour la quote-part, pour la moitié. Vous avez fait quelque chose d'un peu technocratique et un peu compliqué. Il sera attribué au président des moyens en personnel 25 fois supérieurs pour la quote-part de 50%. Or, pour exercer notre mandat, pour faire une photocopie, pour passer un coup de téléphone, la photocopie ne coûte pas 25 fois moins cher pour nous ou 25 fois plus cher pour vous. Le coût de téléphone coûte le même prix. Et si nous voulons prendre un collaborateur ou une collaboratrice, voudriez-vous nous inciter à recourir aux travailleurs détachés ? Non, vous savez que nous n'y céderons pas. Mais vous avez, vous, des possibilités. Alors que, qu'est-ce qui fait le lien entre groupes, l'affectio societatis ? C'est que nous sommes d'une même sensibilité politique, et donc nous sommes tous égaux dans notre sensibilité politique. Et donc la demande que je vous fais, mais avec solennité, Monsieur le Président, c'est que cette délibération accepte le principe d'équité entre les élus et d'égalité. Et pour vos services juridiques, je pense qu'ils auraient intérêt à consulter la réponse qui a été faite à la question écrite du sénateur Masson, la réponse du ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire publiée au journal officiel du Sénat du 1er juin 2006. Ça portait sur les locaux administratifs, mais il était dit: le maire doit néanmoins veiller à l'égalité de traitement entre tous les élus chargés dans le cadre de leur mandat de délibérer sur les affaires de la commune. Voilà, Monsieur le Président, la demande très solennelle que vous nous faites. Sur un autre point qui a son importance sur la pratique, mais qui ne touche pas au fond, qui ne touche pas aux valeurs qui devraient être les valeurs communes, parce que d'ailleurs, on ne nous a jamais expliqué en quoi nous, on était moins républicains que d'autres. On nous a toujours dit qu'il y a une frontière invisible, mais sur les valeurs, on sait qu'on ne partage pas les mêmes valeurs, mais nous, nos valeurs, elles sont liberté, égalité, fraternité, tout simplement. Alors, c'est l'affection d'un local administratif à chaque couple d'élus. Eh bien, on a 4 mètres carrés par élu. Alors, pour ceux qui vont un peu dans les bureaux de la communauté urbaine, on verra que, et j'en suis fort aise, pour les fonctionnaires de la communauté urbaine, ils ont un espace vital qui doit être à peu près 3 fois supérieur par tête de pipe. Je voudrais simplement, Monsieur le Président, demander que les services se réfèrent à la norme AFNOR X35-102. C'est une norme pour les bureaux. 10 mètres carrés pour une personne, 12 mètres carrés pour 2 personnes, 32 mètres carrés pour 4 personnes. Vous voyez, Monsieur le Président, et c'est ce que je vous ai simplement demandé dans un courrier qui a été adressé à votre cabinet, c'est que nous soyons dans des conditions normales d'exécution de notre mandat et que nous ne soyons pas restreints d'une manière arbitraire et que certains qu'on pourrait considérer à juste titre comme mesquines. Voilà les 2 remarques que je vous fais, mais je pense, Monsieur le Président, que vous y viendrez parce que c'est du simple bon sens et je dirais la simple application du principe d'égalité entre élus que notre groupe requiert ici. D'autres demandes de parole ? Je retiens quand même une chose, c'est que lors de la précédente mandature, c'était uniquement au prorata des indemnités perçues. Je vous ai reçu, nous avons échangé, j'ai entendu votre analyse de l'équilibre. Et donc on a rajouté un élément qui permet effectivement de dire qu'il y aura la moitié en répartition des indemnités reçues, comme c'était le cas au préalable, et puis il y aura la moitié par tête de pipe, comme vous avez dit tout à l'heure. Donc quelque part, la moitié des moyens aujourd'hui dans cette démarche-là
ont été répartis selon le critère que vous savez. C'est marrant, dans votre propos, je ne l'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu dans votre propos. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu cette partie-là. J'ai entendu que l'autre partie. C'est-à-dire, voilà. Donc, il y a une démarche pour essayer de donner davantage de droits à l'opposition et davantage de moyens. C'est oublié dans votre propos. Deuxièmement, vous parlez d'une surface de 4 mètres carrés. Mais la surface minimum qui a été introduite de 20 mètres carrés, et votre groupe va en bénéficier, puisque vous n'êtes pas 5, donc vous allez bénéficier d'un renfort en termes de mètres carrés. Ça, oui, mais vous ne l'évoquez pas. Vous ne l'évoquez pas. Vous évoquiez ce qui vous arrange, en général, dans un règlement intérieur, ou les évolutions qui permettent de pointer les choses. Alors vous avez raison, on n'est pas sur les mêmes valeurs. Je vais donc passer au vote. Y a-t-il des votes contre ces moyens attribués au groupe d'élus? Les votes contre, s'il vous plaît. 4. Abstention. Tout le reste, tous les autres sont pour. Je vous en remercie. Exercice du droit à la formation des élus. Vous avez reçu avec la lettre de convocation qui vous a été adressée le 12 mai dernier le texte intégral de cette délibération et son annexe. Y a-t-il des remarques? Monsieur Emery. Je vous ferai simplement, Monsieur le Président, la même analyse. Dans toute entreprise, dans tout organisme, le droit à la formation est un droit individuel, ouvert de manière, je dirais, égalitaire à l'ensemble de ceux qui la composent. Il y a entre les conseillers que nous sommes et vous une différence de près de 1 à 4. Je pense que... Alors, est-ce que ça veut dire que vous devez être plus formé que nous et que vous avez besoin de plus de crédit? Ou est-ce que ça veut dire qu'on a moins à en apprendre que vous parce que nous ne sommes pas au même niveau de fonction? Et cependant, au moment où on délibère sur l'ARENA, on nous demande tous d'avoir la même expertise et la même compétence. Donc là encore, tous ceux... Mais je sais qu'il y en a... J'ai eu l'occasion d'en parler avec eux, certains dans votre groupe qui partagent tout à fait l'analyse que nous faisons. Ce sont des choses que l'on vit au quotidien dans les entreprises, dans l'économie sociale et solidaire. Ce droit à la formation ne peut être, là encore, Monsieur le Président, je dirais, être calibré, on va dire calibré de manière qui m'apparaît discriminatoire. Alors c'est vrai, Monsieur le Président, à ma demande, vous m'avez reçu, nous avons échangé, et au nom du groupe, je vous ai remercié de la prise en compte, et c'est vrai qu'il y a un début de dialogue, mais permettez-nous, Monsieur le Président, d'être exigeants, de vous dire peut mieux faire, vous vous êtes engagé sur une bonne voie, continuez, je suis sûr, parce que finalement, ce que nous vous demandons n'est que la simple équité. Et je sais qu'au fond de vous-même, vous ne pouvez pas, si du moins vous avez les valeurs républicaines qui sont les vôtres, liberté, égalité, fraternité, vous devriez nous entendre. Laissons peut-être un peu de temps au temps. En tout cas, nous ne voterons pas ce droit à la formation des élus et nous espérons que la sagesse viendra avec le temps et que très rapidement, le droit à la formation des élus sera égalitaire pour l'ensemble de ceux qui sont sur cette table et qui ont tous besoin de se former, qui ont tous besoin d'apprendre. La modestie est importante dans ce domaine. Oh oui. 4 votes contre, donc. Tous les autres sont pour. Je vous en remercie. 5e point, désignation des délégués de la communauté urbaine au sein du GECT. Alors, il est possible de procéder à un vote à main levée si l'unanimité existe. Est-ce que tout le monde est d'accord pour voter à main levée? Je vous en remercie. Alors, il nous appartient de désigner 3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants au sein du GECT. Je vous propose de désigner titulaires Patrice Vergrit, Bertrand Ringot, Johnny de Coster, suppléants Annette Disselkamp, Cyril Gaillard, Laetitia Miwa. Les représentants, donc un titulaire et un suppléant qui sont membres du Conseil de développement, seront désignés ultérieurement. C'est ce que j'avais précisé à la dernière séance. Y a-t-il d'autres candidats? Monsieur Emery, vous êtes candidat?
Vous êtes candidat, M. Emery? Allez-y, donnez le micro. Non, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Oui, Monsieur le Président. Vous êtes candidat, d'accord. Comme titulaire et Monsieur Naf comme suppléant. D'accord. Je peux parler moins fort. Très bien. Qui souhaite voter pour la liste présentée par M. Emery? Donc 4 voix. Qui souhaite voter pour la liste que je présente? Merci. Qui s'abstient? Merci. La liste que je présente est donc élue. Alors, il y a une question orale de M. Emery. Monsieur Emery, vous avez la parole pour votre question orale. C'est Monsieur Nave qui développe cette question. D'accord. Oui. Monsieur Nave, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Depuis quelques mois, les transports en commun du service des cabus marines font l'objet de jets de projectiles réguliers. Au mois d'avril, la presse a relayé pas moins de 6 caillassages de bus. Le dimanche 4 mai, vers 19h, un bus a essuyé des nouveaux jets de projectiles au niveau de l'arrêt Porte du Soleil à Grande-Synthe. Le mercredi 7 mai, vers 18h, des pierres sont jetées sur un bus à l'entrée de Fort-Mardic. Au début du mois d'avril, c'est une adolescente de 14 ans qui a été blessée. Les autres caillassages n'ont heureusement pas fait d'autres blessés. C'est pas ça la question orale que j'ai reçue. Cette situation... C'est pas ça la question orale que j'ai reçue. J'y viens. Bah oui, mais c'est pas ça la question orale que j'ai reçue. Cette situation ça, c'est pose donc 3 problèmes avant de venir à la question orale. Oui, mais c'est gênant. Pour les usagers qui se retrouvent confrontés Allez à la question orale, Monsieur Nave. Allez à la suis- question orale. Encore 2 phrases. Non, pas de De la phrase. violence Vous allez dans les directement bus et à la qui n'ont question pas- orale. Donc il y a 3 problèmes pour les usagers. Non, vous les allez à la chauffeurs question orale, et le Monsieur Nave. Sinon, je contribuable. vous retire la parole. La question est tout simple. Voilà. Le projet de bus gratuit que vous allez mettre en place... Non, c'est pas sur le votre réseau- question orale. J'ai votre question orale sous les yeux. Tout comme tout le monde, vous posez votre question orale. C'est le règlement. Donc, face à la recrudescence de la violence dans les villes, quelles mesures la communauté urbaine de Dunkerque a-t-elle mises en place en tant que collectivité compétente dans les transports communautaires? Je vous en remercie, Monsieur Damien Carême. Bien, Monsieur le Président, merci. Chers collègues, ces phénomènes sont effectivement regrettables parce que je vous laisse imaginer les impacts négatifs qu'ils représentent pour la continuité du service public, bien évidemment, tout en reconnaissant le droit de retrait des chauffeurs. Il est hors de question de le remettre en cause et malheureusement les blessés que l'on risque de déplorer à chaque fois que ce genre de phénomène arrive. Et puis aussi pour les usagers quand le réseau est bloqué, parce que vous savez que les récentes études sur les transports ont montré que les usagers du service public aujourd'hui sur le Dunkerquois sont surtout des usagers captifs, des personnes âgées, des demandeurs d'emploi ou des gens des étudiants, et qui, donc, quand il y a un arrêt du service, se retrouvent bloqués sur le réseau. Alors, il était, avant les élections et le temps de la mise en place, il y avait une réunion, dès qu'il y avait un incident qui se produisait, de réunir le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance des transports, ici à la communauté urbaine, qui était présidé par un vice-président et qui le sera prochainement par le conseiller communautaire délégué à la sécurité. Ce CLSPD s'est donc réuni le 15 mai dernier à la sous-préfecture, sous l'autorité, puisque c'est conjoint avec le représentant d'État, donc le sous-préfet de Dunkerque, et le représentant de la communauté urbaine. Y assistait le président de la communauté urbaine et moi-même, le conseiller communautaire chargé de la sécurité, le procureur de la République, le commissaire central de Dunkerque, les services de police nationale et municipale de Grande-Synthe, de Dunkerque, des élus des villes de Coudekerque, des élus de la ville de Grande-Synthe, la direction de Decabus Marine et bien entendu les délégués syndicaux représentant les chauffeurs de bus. Au cours de cette réunion a été fait le point des différents faits ces derniers mois. Vous venez d'en citer quelques-uns d'entre eux dans ce qui n'était pas la question. Le deuxième sur le rappel qui a été fait, un point qui a été fait sur le rappel des responsabilités de chacun, parce que c'est pas que l'autorité de transport qui a des responsabilités en matière de sécurité. Les communes ont une forme de responsabilité, les services de l'État en ont aussi, et là les chauffeurs sont unanimes à reconnaître que tout ça fonctionne bien entre eux, que ça dépasse ce cadre-là, que dès qu'il y a un incident, il y a une réaction immédiate, que ce soit des polices municipales comme de la police nationale. Donc ça se joue souvent autre part. Synthèse a été faite aussi sur les actions en cours.
Il y avait une réunion la semaine précédente en mairie de Grande-Synthe, à peu près dans la même configuration, pour voir un peu ce qu'il y avait lieu de faire et comment le faire. Il y a des équipements techniques dont se dotent les polices municipales en ce moment. Il y a des travaux qui sont à faire par différents services techniques des collectivités pour faire des aménagements spécifiques. Bref, je ne vais pas vous détailler ici dans le détail toutes les dispositions prises en commun par l'ensemble de cette chaîne d'acteurs, parce qu'il s'agit vraiment d'une chaîne d'acteurs qui travaille derrière en parfaite collaboration depuis des mois, comme je vous le disais, le reconnaissait chacun des participants à cette réunion. C'est du travail de l'ombre, donc voilà, il y a des décisions qui sont prises et des actions qui sont mises en œuvre, croyez-le, parce que ça n'arrange personne que cette situation perdure. Et maintenant que de toute manière le conseil communautaire est en place, le CLSPD se réunira comme précédemment à chaque fois qu'il y aura un incident pour faire une analyse et avoir une réponse immédiate dans la configuration. Donc c'est une réunion qui dure 1 heure où chacun peut s'exprimer et chacun peut savoir les actions qui sont mises en œuvre derrière. Voilà la réponse que je pouvais vous faire ce soir, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Carême. Il y a une motion de Monsieur Emery du groupe Défi Bleu Marine que vous avez sur vos tables. Vous avez pu en prendre connaissance. Qui souhaite qu'elle soit examinée en séance ? 4 votes. Tous les autres sont contre. Je vous en remercie. L'ordre du jour étant épuisé, je lève la séance.